n'est pas encore terminé, n'est pas encore achevé. Le même problème se pose pour les programmes qui sont présentés. Les programmes, effectivement, ça crée de la confusion, effectivement, chez le citoyen, parce que les gens présentent généralement des vœux beaucoup plus que des programmes. Et les vœux, tout le monde fait les vœux de nous voulons un Maroc sans chômage, nous voulons un Maroc avec je ne sais combien de points de croissance, nous voulons un Maroc complètement plein d'infrastructures. Cela, effectivement, vous avez nous, au mouvement populaire, pendant les campagnes, puisque la question est posée, en réalité, pour les programmes, nous agissons en deux temps. Nous avons un programme d'objectifs qui est très peu chiffré pour leur faciliter la visibilité, parce que notre présence, effectivement, dans les campagnes et même dans les villes, vous savez, aller présenter dans un meeting ou dans une réunion un programme chiffré, détaillé, les gens ne finiront pas par vous écouter. Donc, il faut le dire, effectivement, quels sont les objectifs que vous visez. Mais nous avons le même programme détaillé, celui-là, avec effectivement un mode opératoire, avec des chiffres jusqu'à une certaine mesure pour être honnête. Moi, je pense que tous les partis, même ceux qui sont au gouvernement, n'ont pas toutes les données nécessaires pour aller réellement dans le détail, mais ils ont suffisamment de données pour pouvoir étayer leurs hypothèses et leurs objectifs. Et celui-là, effectivement, il est intéressant, ce programme chiffré. Il est intéressant dans un seul cas. Dans la confrontation des chiffres et dans les débats où on peut confronter. Je dis que nous allons faire, c'est le gros problème qui s'est posé dans les dernières élections, je vais créer 500 000 emplois, non, moi je vais en créer 800 000, il serait bon que les gens se mettent autour d'une table et qu'ils se disent, voyons un peu la faisabilité de 500 000, de 200 000, de 400 000, etc. Malheureusement, cette culture de débat contradictoire est encore assez début, les médias publics, j'entends, est encore assez début, et généralement, ce qui se passe, c'est une bonne représentation, le parti arrive et commence à réciter, lui, ce qu'il a préparé, il n'y a pas de contradicteur, ou bien quelquefois, le débat est déséquilibré, parce qu'on trouve un parti assez fort, qui est suffisamment documenté, en face d'un jeune parti, qui, lui, n'a pas les moyens, effectivement, d'avoir cela. Et je pense que là aussi, il y a du travail à faire, c'est cette culture qu'il faut développer aussi, une culture non pas de confrontation et au sens de, disons, de combat, mais de confrontation, d'idées et de ce que nous souhaitons faire. La question, cette question nous entraîne évidemment au choix des candidats, pour rester toujours un peu collé et essayer de respecter mon temps de parole et rester collé. Le choix des candidats pour le mouvement populaire se fait également en deux temps. Mais je dois vous avouer que le choix des candidats, surtout pour les élections nationales, est une épreuve très dure pour le mouvement populaire. Et je ne veux pas parler pour les autres, mais enfin, je sais qu'elle l'est aussi dans d'autres cas. Elle est dure parce que le problème est très simple. Bien sûr, quand le mouvement populaire, comme tous les partis, définit un profil du candidat idéal. L'âge, l'identisme, une certaine culture, un certain niveau de culture, d'éducation, la probité, et tout ça, l'influence dans sa zone, dans sa région, plus bien sûr les obligations qui sont légales, c'est là. Il n'est pas question de présenter un certain nombre de personnes qui sont exclues par la loi. Alors tout ça, évidemment, se fait et on le fixe et on demande aux comités provinciaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la province, elle prend plus de poids au moment des élections, on leur demande de faire une première présélection au niveau, effectivement, des circonscriptions qui sont les leurs. Une deuxième sélection, cette fois, est faite par la Commission nationale des élections, des choix des candidats, qui est prévue par la loi et par les statuts du parti. Et il s'agit également sur les recours, les quartiers au niveau provincial peuvent faire recours à cette commission. Alors, vous me direz que c'est très bon. Mais les critères, il y a les choix, et on a eu la réalité, il faut dire qu'elle n'est pas tout à fait celle-là. Parce que justement, vu la multiplicité de partis, vu le non-accompagnement de mesures qui permettent effectivement de sauvegarder un peu la discipline des partis, vu le manque de discipline assez fort chez les partis et au mouvement populaire, bien sûr aussi, eh bien, celui que vous écartez trouvera facilement preneur au sein des 30 partis qui sont en face. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Tous les critères sont plus ou moins effacés, sauf
celui de l'influence et de la notoriété dans la circonscription, c'est-à-dire celui qui a le plus de chances de remporter le siège. Ce n'est pas très heureux, ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais malheureusement, dans le contexte actuel, la réalité actuelle, je vous ai dit au début, je vous dirai ce qui se passe réellement et non pas ce que nous souhaitons qu'il se passe, nous souhaitons que ce soit ensemble. Alors heureusement, il y a un petit rattrapage par les listes nationales pour les jeunes femmes, où à ce moment-là, effectivement, on peut mettre des profils qui sont, que souhaite le parti, mais qui ne sont pas sous la contrainte de l'élection. Mais la réalité, effectivement, c'est que le schéma donne la part belle à celui qui a le poids, comme on dit, qui a le poids, non pas de l'argent, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, l'argent dans toutes les élections est nécessaire, mais pas pour l'usage qui peut être en effet celui qui a effectivement l'aura et l'influence dans sa circonscription. Alors, tout cela est lié. J'ai parlé tout à l'heure du mode de scrutin pour limiter les partis qui vont en parler. Ici aussi, on a besoin de certaines réformes pour éviter justement un peu tous ces basculements. Heureusement, la dernière loi a déjà limité un peu la mobilité, le nomadisme des élus, mais il y a le nomadisme également au niveau des militants et des candidats. Et il y a le scrutin unique. Le scrutin qui est aussi un problème. Alors, théoriquement, nous avons un scrutin de liste, c'est merveilleux. Le scrutin de liste favorise le vote partisan et non pas le vote pour la personne. En principe, la liste, c'est pour le partisan. Malheureusement, notre mode de scrutin est un mode de scrutin hybride qui n'est pas réellement la liste, parce que vous avez des listes de 2, 3, exceptionnellement 4 candidats, et c'est beaucoup plus de l'uninominal et non pas de la liste. Et c'est d'ailleurs cela, on le voit très bien, parce que les partis focalisent sur le tête de liste en premier, parce qu'ils savent que finalement, quand vous avez une liste de 2, ben oui, vous êtes 15 partis, si vous en remportez un, et même à 3, c'est la même chose. Donc, ce mode de scrutin est à revoir aussi. Et là aussi, il y a beaucoup de mécanismes, je ne peux pas en parler, on les soulève. Je crois que l'occasion va venir prochainement avec la présentation des nouvelles lois des partis politiques pour pouvoir remettre encore ça sur le tapis. Mais est-ce que cela veut dire que dans l'uninominal altéré, celui que nous avons au Maroc, c'est uniquement le candidat qui compte? Je ne le crois pas. Nous avons une compétition très forte sur les accréditations. Quand on voit comment les gens se battent pour avoir l'accréditation du parti, eh bien, on peut se poser la question. Même des gens qui sont solidement assis cherchent à avoir cette accréditation. Parce qu'en réalité, le parti est également pris en compte, et même, je dirais, un peu plus que le candidat. Moi, j'ai fait plusieurs campagnes dans la campagne, et je peux vous assurer que les gens qui vont voter cherchent d'abord à identifier le parti sur le bulletin de vote avant le candidat. Ils ne cherchent pas à identifier le candidat. C'est d'abord le symbole du parti. Parce que, effectivement, il y a un attachement au parti, et donc il y a effectivement du travail à faire aussi pour réformer le mode de scrutin si on veut renforcer ce truc. Bon, je finirai là, ma dernière question. Je dois avouer que j'étais un peu perdu, l'histoire de la communication sur les crises. Alors, bien sûr, j'ai un peu mal saisi le truc de crise, mais je me suis lancé. Bon, si c'est les problèmes effectivement qui se posent au sein du mouvement populaire et qui peuvent se poser entre militants, et qui quelquefois sont sérieux, peuvent aller jusqu'au retrait d'un militant ou d'un groupe de militants du parti, je peux dire que notre mode au mouvement populaire, c'est beaucoup plus la conciliation et la médiation. Nous n'avons pas de recours aux organes disciplinaires. Nous avons des organes disciplinaires, il est très rare qu'on les utilise. On me le reproche d'ailleurs. Beaucoup de gens me disent, enfin, à quoi sert la commission de discipline et tout ça. Mais nous n'y allons pas parce que nous estimons que nous ne sommes pas encore, nous n'arrivons pas au stade où il y a une véritable crise pour le parti qui peut aller à la disparition du parti, à la scission du parti. C'est des problèmes, des divergences qui peuvent exister
entre bureaux, entre militants, nous essayons effectivement de régler cela et par le mode de conciliation et de médiation. Alors, quant à la communication, bien sûr, on ne communique pas sur ça de façon formelle. On ne sort pas des communiqués pour dire qu'il y a un problème à tel bureau ou à un autre, parce que de toute façon, cette communication se fait par les protagonistes, se fait par l'ouverture des partis. Vous savez, nous sommes l'un des partis, on a quelques-uns, je connais, mais nous sommes l'un des rares pays où nos réunions statutaires, quelle que soit leur importance, sont ouvertes à la presse, aux militants, même non membres, et quelquefois à des observateurs, sauf évidemment quand il s'agit de voter ou autre, mais nous n'avons rien réellement à cacher de ce côté-là. Donc, alors bien sûr, il peut y avoir des crises plus importantes. Il peut y avoir des crises qui peuvent aller jusqu'à essayer de mettre en danger le parti. Nous en avons vécu une très sérieuse en 2007, qui sont externes, qui dépassent le parti, des OPA, des crises assez solides. Eh bien, là aussi, je crois que nous avons une ligne de conduite assez modérée, justement de dialogue, de médiation, qui fait que le parti du mouvement populaire est souvent montré comme un parti modéré et sage, et nous voulons continuer à garder cette image, même au vu de nos militants et de l'opinion publique. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, dans un monde qui est en évolution, dans une société très exigeante, mais aussi qui est marquée par les traditions, eh bien, la gouvernance des partis politiques est appelée à se mettre à niveau. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, ce n'est pas assez. Cette modification vient à la fois de l'intérieur des formations politiques sous les pressions des nouvelles élites qui sont plus exigeantes, mais aussi par une intervention de l'État sous forme de loi. Alors on peut épiloguer sur le bien fondé de cette intervention externe de l'État, mais je peux vous assurer que l'expérience d'autres pays, même parmi les plus développés, montre que cette intervention est un élément accélérateur des réformes, qui est protecteur également contre certaines dérives. Et au Maroc, par exemple, sans cette intervention, soyons honnêtes, le niveau de représentation actuel des femmes et des jeunes dans les corps élus ne serait pas atteint si on avait laissé ça au parti tout seul. La démocratie interne vaut aussi beaucoup à la loi qui impose le respect des congrès, j'en ai déjà parlé, le choix des candidats, l'élection des dirigeants. Sur le plan des financements, cette loi a permis effectivement de sauver les partis de la mainmise des financements privés. Vous savez que pendant longtemps, il y a, quand on parlait d'un parti, on disait que c'est le parti de Flair parce que c'est lui qui finançait. Eh bien, cette intervention de l'État, avec ses financements publics, même insuffisants, a permis effectivement d'éviter cela, a permis d'introduire également un certain nombre d'orthodoxies dans la gestion financière des partis. Encore que sur ce plan, quand je le dis, il reste encore du travail à faire. Il faut encore délimiter quelles sont les dépenses réellement financières qui peuvent être financées par un parti sur les fonds publics, quel est le mode de comptabilité à tenir, quels sont les modes de contrôle. Tout cela, effectivement, même si ça gêne un peu les partis, permettra d'aller très vite dans l'orthodoxie. Dans ce contexte, on peut dire qu'aujourd'hui, la loi, les statuts du parti, sans règlement intérieur, trace pour le mouvement populaire, comme pour d'autres partis, un cadre de travail respectueux d'une bonne gouvernance et des principes démocratiques, mais il reste à traduire tout cela en actes concrets. Et ce travail de traduction en actes concrets, c'est le travail des partis, c'est le travail partisan. C'est celui effectivement qui est la formation civique, l'encadrement, l'encouragement au volontariat et au militantisme, l'abnégation. C'est ce travail qui fait la différence réelle entre un parti et une entreprise, même si certains, dans un élan de généralisation abusive, parlent souvent du parti comme d'une entreprise, oui, sur certains aspects, mais ce travail de bénévolat et d'abnégation et de militantisme fait toute la différence. Je vous remercie.